le porte-avions USS Nimitz en patrouille au large de l'Iran. Depuis 50 ans, la présence dominante de l'Amérique dans ses eaux lui assure le contrôle des ressources pétrolières dans le golfe Persique. Mais à l'est, l'Iran se rebiffe. Il y a un combattante, un patrouilleur iranien qui surveille les zones voisines de leurs eaux territoriales. Il est posté à une quinzaine de kilomètres d'ici. Ces systèmes d'armement représentent une menace pour notre porte-avions. En 2007, l'Iran a organisé des manœuvres militaires parmi les plus importantes de son histoire, revendiquant ainsi sa place sur la scène internationale. L'Iran est une puissance régionale. Nous sommes en mesure de nous imposer dans le golfe Persique, ce qui déplaît fortement aux États-Unis. Ils veulent un Iran affaibli. Ils veulent que nous obéissions à leurs ordres. L'Iran veut étendre son influence à tout le Moyen-Orient, ce que l'administration Bush cherche à éviter à tout prix. We're sending clear messages to friends and adversaries alike. We'll keep the sea lanes open. And we'll stand with others to prevent Iran from gaining nuclear weapons and dominating this region. 2 jours après la visite de Dick Cheney, le président iranien fait la tournée des alliés américains dans le Golfe, appelant les États-Unis à quitter la région. Désormais, l'Iran et les États-Unis sont engagés dans une partie très dangereuse, où chacun essaie de se montrer plus fort que l'autre. Mais viendra le moment où, à force de jouer au chat et à la souris, la situation va dégénérer en conflit ouvert. À la fin de l'été 2007, nous nous sommes rendus en Iran pour découvrir ce qui explique la nouvelle audace du régime et comprendre comment il se retrouve aujourd'hui à affronter l'administration Bush. Lors de la prière du vendredi au centre-ville de Téhéran, personne n'écarte l'éventualité d'une guerre avec l'Amérique. George Bush bluffe. Quand Saddam nous a attaqués, nous étions faibles. Mais nous avons survécu. Aujourd'hui, nous sommes beaucoup plus forts. Dans la mosquée, le sermon de la semaine, prononcé par un ayatollah de haut rang, traite de l'Amérique et de l'Irak. منفورتر میشه مردم دنیا از شما بیزارتر میشن و آخرش هم با سرشکستگی باید عراق رو ترکش کنید. Ce jour-là, le même sermon est lu dans toutes les villes du pays. L'anti-américanisme est l'un des principes fondateurs du régime iranien. L'ancienne ambassade des États-Unis, théâtre de la prise d'otages en 1979, a été transformée en une sorte de musée des lamentations où sont retracées des décennies d'ingérence américaine dans les affaires iraniennes. Dans l'escalier principal, une fresque dépeint la dernière source de grief des Iraniens, les agissements de l'Amérique au Moyen-Orient depuis les attentats du 11 septembre. La fresque s'ouvre sur Hollywood, dirigée par les Juifs qui contrôlent Ben Laden et ont conspiré avec George Bush pour attaquer l'Amérique. Vous connaissez des Américains ou des Israéliens qui ont été tués dans les tours? D'après leurs renseignements, pas un Juif ni un Américain ne se trouvait à l'intérieur. Les conservateurs qui forment le gouvernement actuel semblent encourager cette théorie de la conspiration. Il y avait des milliers d'Américains dans les tours. Pourtant, le 11 septembre 2001, l'Iran avait réagi très différemment en apprenant la nouvelle. Oh non, il vient d'exploser. On dirait qu'un deuxième avion... Pendant les 2 premières heures, tout le monde a été sous le choc, ne sachant pas ce qui se passait exactement. Après tout, l'Amérique était notre ennemi. À l'époque, Mohammad Ali Abtahi était le vice-président iranien. Mais quelques heures plus tard, le président Khatami a fait une déclaration pour condamner les attentats. Ça a été une démarche très importante pour l'Iran. Dans
Dans le nord de Téhéran, des milliers de manifestants descendent dans les rues pour exprimer leur sympathie à l'Amérique. Plus encore, le guide suprême de la révolution, l'ayatollah Ali Khamenei, condamne lui aussi les attentats. Cette semaine-là, pendant les prières du vendredi, les fidèles ne clament pas le rituel « Mort à l'Amérique » pour la première fois depuis la Révolution. Pour les dirigeants iraniens, il est important d'avoir des ennemis. Mais à cette occasion, les réformateurs ont réellement essayé d'interdire les slogans insultant le peuple américain. Mohammad Ali Abtahi et le président Khatami sont les chefs du mouvement réformateur qui souhaitent une amélioration des relations Iran-États-Unis. La décision de faire cesser les chants « Mort à l'Amérique » a été prise au plus haut niveau politique. Le changement de ton de l'Iran est remarqué à Washington, alors que l'administration Bush prépare l'invasion de l'Afghanistan, le voisin de l'Iran. Nous avons eu des discussions avec l'Iran juste après le 11 septembre et nous avons clairement indiqué que nous allions entrer en Afghanistan, mais que nous n'en voulions pas à l'Iran. Les Iraniens l'ont entendu. Au début donc, l'équilibre a été maintenu. On my orders, the United States military has begun strikes against Al-Qaeda and the Taliban regime in Afghanistan. Les États-Unis acceptent l'aide de l'Iran en Afghanistan car les extrémistes sunnites comme Al-Qaïda et les talibans sont aussi des ennemis du régime chiite iranien. Nous étions tous d'accord sur le fait que la stabilité en Afghanistan profiterait à tout le monde. Les Iraniens nous ont aidés surtout en restant à l'écart. L'Iran encourage ses alliés de l'Alliance du Nord à se battre aux côtés des forces spéciales américaines. En quelques semaines, les talibans sont mis en déroute. Ça a été la première grande tentative des Iraniens pour aider les États-Unis à renverser les talibans et Al-Qaïda. Les Américains n'y seraient jamais parvenus sans le soutien de l'Iran. De fait, Hamid Karzai est nommé à la tête du gouvernement à Kaboul seulement après l'intervention de l'Iran auprès de l'Alliance du Nord. On négocie avec elle depuis des mois, mais la situation s'est dénouée quand les Iraniens ont demandé à certaines personnes de ne pas empêcher les Afghans pro-américains de prendre les choses en main. Les Iraniens ont pensé à juste titre qu'ils avaient fait beaucoup pour nous aider et pour aider l'Afghanistan. Certes, il y a eu une vraie coopération en Afghanistan, mais à mon avis, ça n'a pas été le cas dans d'autres domaines. Des fonctionnaires américains sont convaincus que des membres de l'état-major d'Al-Qaïda, dont un fils de Ben Laden, ont traversé la frontière afghane et se sont réfugiés à Téhéran sous la protection des durs du régime. Les autorités savaient où ils se trouvaient, c'est une certitude. Que leur avez-vous demandé ? Remettez-les-nous. On aimerait les interroger. Que vous a-t-on répondu ? Ils ont refusé de coopérer sous un tas de prétextes. Entre autres, on ne les a pas. Et on ne sait pas où ils sont. On ne les a pas crus. La Maison-Blanche décide de ne plus faire confiance au gouvernement iranien. Our second goal is to prevent regimes that sponsor terror from threatening America or our friends and allies with weapons of mass destruction. Iran aggressively pursues these weapons and exports terror, while an unelected few repress the Iranian people's hope for freedom. States like these and their terrorist allies constitute an axis of evil, arming to threaten the peace of the world. La réaction de l'Iran est immédiate. Le président Khatami contre-attaque.
L'action des réformateurs est sapée par Washington à un moment décisif. À ce moment déterminant de notre combat pour une vraie réforme, on espérait ne pas être stigmatisé de cette manière. Ce n'était pas la chose à faire sur le plan politique. On avait contribué au renversement des talibans et au lieu d'ouvrir la voie à des négociations plus importantes, les Américains nous ont sorti ce slogan de l'axe du mal. Ça a été la pire erreur stratégique et politique de M. Bush. À ce moment-là, j'ai dit que l'administration américaine était le cœur du mal dans le monde. Et je le maintiens. Pourquoi? Parce que dès qu'il y a un problème quelque part, partout où règne le chaos, partout où il y a la guerre, les Américains sont impliqués. C'est Hamid Reza Assefi, alors porte-parole du ministère des Affaires étrangères iranien, qui élabore la rhétorique anti-américaine du régime. Aujourd'hui, il est diplomate. Le gros problème avec les Américains, en particulier au sein de cette administration, est qu'ils se croient responsables de tout ce qui se passe dans le monde. Mais personne ne leur a confié cette responsabilité. Nous pensons que l'ordre mondial doit changer. Hossein Shariat Madari est directeur de la rédaction du quotidien Kayhan, l'organe officiel du guide suprême lui-même. L'ayatollah Khamenei, n'accordant jamais d'interview aux journalistes occidentaux, on dit que Shariat Madari s'exprime en son nom. Le guide suprême pense que l'Amérique ne veut pas négocier pour résoudre les problèmes qui nous divisent. Elle veut juste négocier pour pouvoir dire qu'elle l'a fait. La méfiance des autorités vis-à-vis de l'Amérique s'exprime aussi dans la théorie de la conspiration du 11 septembre. Pour nous, Al-Qaïda est une création de l'Amérique. Les attentats ont-ils eu lieu pour justifier les actions de M. Bush? Nous sommes convaincus qu'ils ont permis aux néoconservateurs de lancer les opérations déjà planifiées, à savoir l'invasion de l'Afghanistan et de l'Irak. L'invasion de l'Iran est déjà prévue. Il est vrai que dans les coulisses à Washington, un des arguments des défenseurs de l'invasion de l'Irak est l'impact qu'elle pourrait avoir sur son voisin iranien. Dans l'esprit des partisans de l'invasion, l'idée était double. D'une part, l'Irak, qui était beaucoup mieux disposé à l'égard des États-Unis, nous permettrait, le cas échéant, d'utiliser ses installations militaires pour faire pression sur l'Iran. D'autre part, selon le président Bush, l'instauration de la démocratie en Irak aurait un effet positif sur les États voisins. J'ai entendu le président le dire tel quel. Le fait de renverser Saddam militairement donnerait un pouvoir nouveau à ceux qui, à Téhéran, prônaient un changement de régime politique. Responsable de la ligne politique au Moyen-Orient au Conseil national de sécurité, Flint Leverett est sceptique. C'était bien joli, mais sans aucun rapport avec le fonctionnement de la politique et la société en Iran. Ça prouvait une méconnaissance totale de la région. A new regime in Iraq would serve as a dramatic and inspiring example of freedom for other nations in the region. Pendant que l'administration Bush développe ses arguments, à Londres, les leaders de l'opposition irakienne en exil se réunissent pour planifier l'avenir de leur nation. Beaucoup entretiennent des relations étroites avec l'Iran. Dans la semaine qui a précédé la conférence à Londres, l'avant-dernier événement avant le début de la guerre, toutes les figures de l'opposition se sont réunies à Téhéran pour décider de leur stratégie. David Phillips est l'agent de liaison entre le département d'État et les opposants irakiens. Le fait qu'ils se soient rendus à Téhéran est révélateur. Au moment où les Irakiens ont dû désigner un conseil consultatif, aucun groupe chiite irakien n'a accepté d'avancer des noms tant qu'ils n'avaient pas contacté Téhéran pour régler la question.
C'est là qu'on a vraiment pris conscience que de nombreux groupes chiites étaient redevables bien plus à Téhéran qu'à nous. Tous les dirigeants actuels de l'Irak vivaient en Iran et nous les soutenions. Monsieur Talabani, Monsieur Hakim, tous. Le gouvernement iranien estime qu'il doit être consulté sur l'avenir de l'Irak. Nous pensons que les Américains auraient dû commencer par écouter les conseils des autres, parce qu'ils sont loin de la région. Ils ne la connaissent pas, ils en ignorent toutes les subtilités. L'Iran voulait encore plus que George Bush que Saddam Hussein soit renversé. C'est une certitude absolue. Il n'y avait pas l'ombre d'un doute en Iran. Saddam devait tomber. Irano-américain Houchang Amir Hamadi a souvent servi d'intermédiaire entre les deux gouvernements. Il dit avoir assisté à plusieurs réunions au plus haut niveau pendant les préparatifs de la guerre. L'une des plus importantes a eu lieu entre Zalmay Khalilzad, alors membre du Conseil national de sécurité américain, et Javad Zarif, ambassadeur iranien aux États-Unis. Zarif a dit à Zalmay Khalilzad: vous avez besoin de nous. Permettez-nous de nous joindre à vous, parce qu'après le départ de Saddam, ce sera le chaos dans tout le pays. Si vous mettez le chaos tout seul, on restera en dehors. On ne vous aidera que si on participe dès le début. Ils avaient une bonne compréhension des tensions et des querelles ethniques qui restaient larvées parce que Saddam Hussein maintenait le couvercle fermé. C'est justement ça qui les inquiétait. Ils se disaient que s'ils s'alliaient aux États-Unis pour renverser Saddam, les Américains auraient du mal à étendre le conflit à l'Iran. Tandis que les forces américaines se massent dans la région, l'administration est convaincue qu'elle n'aura pas besoin de l'Iran. Elle pensait que l'Iran serait le grand perdant dans ce petit jeu et qu'il serait encerclé. Si les choses s'étaient mieux passées en Irak, si la guerre avait été un succès pour l'administration Bush, l'Iran aurait été le suivant. C'est en spectateur que l'Iran voit les forces américaines écraser en quelques semaines l'armée de Saddam Hussein. Celle-là même qu'il avait contraint à accepter un cessez-le-feu en 1988, après 8 ans de combat. Quand la statue de Saddam a été déboulonnée, le monde entier s'est dit que George W. Bush était génial. Vous vous souvenez de ce jour-là? Personne n'a râlé. À Téhéran, l'ambiance était tendue. Les gens avaient peur. Le gouvernement était arrivé à la conclusion presque certaine qu'après l'Irak, c'était son tour. Et ça, il voulait l'éviter à tout prix. Quelques semaines après l'invasion, un document étrange parvient à Washington. Il pose les termes d'un grand marchandage, essentiellement un traité de paix entre l'Iran et les États-Unis. Mais il est envoyé par fax par l'ambassadeur de Suisse à Téhéran sur du papier sans en-tête. Le document est arrivé par ce canal pour plusieurs raisons. On oublie que cette offre a été faite après que l'Iran a coopéré d'une façon exceptionnelle avec les États-Unis en Afghanistan pour se retrouver sur la liste de l'axe du mal juste après. De nouveau, les réformateurs iraniens tendent la main à Washington, comme ils l'avaient déjà fait après le 11 septembre. En faisant cet ultime effort en direction des États-Unis, le gouvernement réformateur de Khatami a pris un risque. Il espérait certainement que les Américains chercheraient à savoir ce qu'il y avait derrière cette proposition, ce qui aurait indiqué qu'ils étaient intéressés. Les réformateurs mettent tout dans la balance. Le soutien de l'Iran au terrorisme, son programme nucléaire et même son hostilité envers Israël. En échange, ils demandent à Washington des garanties de sécurité, la fin des sanctions et la promesse de ne jamais fomenter un changement de régime.
Nous étions à l'apogée de notre puissance apparente dans la région. Le président iranien n'était pas Mahmoud Ahmadinejad, mais Mohamed Khatami. Et l'Irak ne s'était pas encore effondré. C'était le moment parfait pour accepter cette offre et conclure un marché. Flint Leverett est un homme pour qui j'ai un grand respect. Mais comme la majorité de mes collègues au département d'État, je ne voyais pas les choses de la même manière. Parce qu'à l'époque, cela ne collait pas avec d'autres renseignements qui venaient d'Iran. Le département d'État pense que sur le plan politique, les réformateurs sont faibles et promettent plus qu'ils ne pourront tenir. La Maison-Blanche, momentanément victorieuse en Irak, ne voit pas la nécessité de négocier avec l'Iran. Le fax du grand marchandage reste sans réponse. À Téhéran, les sources ont confirmé que le guide suprême avait donné son accord tacite à la proposition. Un diplomate proche de sa famille avait même contribué à sa rédaction. Mais aujourd'hui, le confident d'Ali Khamenei nie tout. Je suis certain que le guide suprême n'avait rien à voir avec ça. Quiconque a écrit cette lettre n'était pas en position de le faire. Les réformateurs humiliés, leurs jours au pouvoir sont comptés. Désormais, plus question de grand marchandage. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, il n'en est plus question. La ligne dure du régime s'impose. Le guide suprême, l'ayatollah Khamenei, conclut que l'ère des réformes est terminée et bénit un nouveau président. Il était clair que les réformateurs ne ramèneraient pas Washington à la table des négociations. Leur coopération en Afghanistan n'avait rien donné, leur proposition de traité de paix en 2003 avait été rejetée. On pensait désormais que les durs du régime feraient mieux. C'est pour cela que le guide suprême a apporté son soutien à Ahmadinejad. Le nouveau président iranien est un ancien gardien de la révolution, proche des services secrets. Un populiste ardent déterminé à asseoir l'influence de son pays dans tout le Moyen-Orient. Je ne dirais pas que je suis d'accord avec tout ce qu'il dit comme il le dit. Mais sa politique a été couronnée de succès face à la tyrannie et au jeu de pouvoir des États-Unis. Monsieur Bush n'écoute que le langage de la force. Hamid Haji-Babaï est un des durs du Parlement iranien. Comme beaucoup d'hommes de sa génération, c'est un ancien combattant de la guerre Iran-Irak, pendant laquelle 1 million d'Iraniens ont été blessés ou tués. Si les Américains avaient porté le peuple irakien au pouvoir après avoir renversé Saddam Hussein, nous les aurions applaudis. Nous leur aurions dit merci. Seulement, les États-Unis n'ont pas envahi l'Irak pour le bien du peuple irakien, mais parce que le pays est coincé au milieu de nations musulmanes. Les Américains sont venus établir leur présence dans cette région. En Irak, l'Iran a accru son soutien aux milices chiites qui combattent l'occupant américain. Une fois de plus, les Américains ont fait une erreur. Ils ont dit qu'ils avaient renversé Saddam Hussein pour gagner le cœur du peuple irakien. Ça a été une erreur. Mais ils signent et persistent. Vous avez renversé le régime, maintenant, dehors. Après la chute de Saddam, l'Iran ouvre ses frontières et les pèlerins iraniens affluent dans le sud de l'Irak. Par millions, ils se rendent sur les sites les plus sacrés de la religion chiite. Washington n'avait pas anticipé ce réveil du chiisme. On considérait l'Iran et l'Irak en termes de nations et d'États. Les uns sont des Arabes, les autres des Perses. Ils se sont combattus, ils devraient se haïr.
On n'a pas compris combien le sud de l'Irak avait changé. Quand on a retiré le couvercle, l'Iran était extrêmement bien renseigné sur l'Irak. Il avait des liens avec les milices existantes ou les chefs des futures milices. Et surtout, il avait de bonnes relations avec le sud de l'Irak. Quand l'Irak organise ses premières élections libres, l'Iran pèse sur les votes et contribue à porter au pouvoir ses vieux alliés à Bagdad. J'ai été sidéré d'entendre dire que le Premier ministre Nouri al-Maliki était un homme de bien et un grand dirigeant. Je me méfie énormément de la nature de son engagement de longue date avec l'Iran. C'est le premier gouvernement arabe chiite de l'histoire. De plus, l'Irak n'est pas un petit pays de rien du tout. Historiquement, chez les musulmans, c'est là que le conflit entre chiites et sunnites s'est réglé. Le fait que les chiites aient renversé cette domination en prenant le pouvoir dans un pays arabe de premier plan a une signification religieuse et politique énorme pour les Arabes. L'Iran a une grande influence sur les chiites. Environ 60% des Irakiens sont chiites. Et ils sont nombreux dans d'autres pays. Et la plupart des chiites sont fidèles à l'Iran. Les alliés des États-Unis, comme l'Égypte, le Bahreïn et l'Arabie saoudite, où les minorités chiites sont importantes, craignent que cette renaissance ne s'étende. En privé, certains commencent à soutenir les insurgés sunnites qui ciblent la population chiite. En février 2006, des terroristes sunnites, membres d'Al-Qaïda, détruisent l'un des sites les plus sacrés du chiisme, le mausolée Al-Askari à Samarra. À quoi rime cet attentat? À Samarra, ce sont les Américains qui étaient chargés de la sécurité. N'ont-ils donc aucun pouvoir? Ou veulent-ils l'existence de ces conflits? Les milices chiites, dont beaucoup sont financées par Téhéran, ripostent. C'est une explosion de violence sectaire. En Iran, nous avons interviewé des chiites irakiens qui ont fui les attentats. Comme l'Iran soutient les chiites en Irak, nous sommes persécutés. La situation en Irak est terrible. Je suis venu en Iran pour être en sécurité. L'Iran est un État islamique. Nous sommes tous chiites et nous sommes unis contre n'importe quelle menace. Le peuple irakien a un potentiel immense qui a été étouffé par Saddam Hussein. À présent qu'il est libéré, ce n'est pas vers les Américains qu'il se tourne, mais vers nous. Sur le plan historique, personne au Moyen-Orient, pas même ceux qui n'apprécient pas notre politique, ne nous a jamais accusés d'être incompétents. C'est la première fois que la question de compétence est soulevée. C'est très décourageant pour nos amis dans la région. En Israël, la montée en puissance de l'Iran inquiète. Ils ne peuvent qu'être satisfaits de voir que l'histoire a joué en leur faveur. Uzi Arad a été le directeur du renseignement au Mossad. D'après lui, la principale menace pour Israël vient d'un Iran en pleine résurgence. L'affaiblissement de la position américaine lui profite largement, de même que la prestation militaire israélienne peu convaincante au Liban. En juillet 2006, Israël entre au Liban pour anéantir le Hezbollah, un mouvement chiite extrémiste soutenu et armé par l'Iran. La révolution islamique a servi d'exemple au Hezbollah. Grâce à nous, il est devenu une force capitale dans toute la région. La survie du Hezbollah au Liban représente aussi une victoire pour l'Iran.
Une nouvelle ère s'est ouverte et de grandes choses sont en marche. Nous aussi croyons dans le nouveau Moyen-Orient dont parle M. Bush, mais il se fondera sur l'islam. L'Iran joue un jeu dangereux en encourageant la violence et en soutenant les terroristes, alors même qu'il est moins fort du fait qu'il ne dispose pas d'armes atomiques. Vous imaginez quel aplomb et quelle confiance il aurait dans sa capacité d'action s'il se sentait capable d'empêcher les États-Unis de faire quoi que ce soit contre lui. Désormais, la nouvelle politique américaine est de contenir l'Iran. En 2007, le président Bush a envoyé 2 groupements aéronavals dans le golfe Persique, la plus grande démonstration de force depuis l'invasion de l'Irak. Cette zone est la plus dangereuse du monde. La bête est lâchée. Le Nimitz, c'est 335 mètres de diplomatie américaine. Et il est là. Tous les pays de la région le savent. En même temps qu'ils font passer ce message, les États-Unis mènent un autre combat contre l'Iran sur le sol irakien. Iran is providing material support for attacks on American troops. We will disrupt the attacks on our forces, and we will seek out and destroy the networks providing advanced weaponry and training to our enemies in Iraq. Depuis le début de l'insurrection, les bombes artisanales représentent la principale menace contre les soldats américains. Washington accuse l'Iran de fournir aux extrémistes chiites des explosifs perfectionnés capables de percer les blindages américains. Les Iraniens ont commencé à envoyer des armes en Irak, histoire de faire comprendre aux Américains qu'ils étaient capables de provoquer un chaos encore pire que celui auquel les États-Unis sont déjà confrontés. L'armée américaine affirme que les EFP, Explosively Formed Penetrators, sont désormais responsables de près de 20% des pertes américaines au combat en Irak. D'après Washington, les opérations sont menées par les unités Al-Quds, la force d'élite des gardiens de la Révolution, chargée de missions à l'étranger. I can't say it more plainly. There are weapons in Iraq that are harming U.S. troops because of the Quds Force. Le président Bush a autorisé des frappes contre les unités Al-Quds et en janvier 2007, les forces spéciales américaines ont effectué un raid contre un bureau du gouvernement iranien dans le nord de l'Irak. Les États-Unis ont voulu envoyer un message fort. On sait que vous opérez ici, on va traquer vos agents. L'objectif était de mettre la main sur le conseiller adjoint à la sécurité nationale et un autre membre haut placé des gardiens de la Révolution. Les 2 hommes leur ont échappé. Les États-Unis n'ont arrêté que 5 personnes peu élevées dans la hiérarchie. En mai 2007, des diplomates américains et iraniens se sont croisés lors d'une conférence régionale pour la stabilisation de l'Irak. L'Iran avait envoyé son ministre des Affaires étrangères qui jouit d'un pouvoir restreint. Juste derrière lui se trouvait l'homme considéré comme la véritable autorité. Celui-là même que les Américains avaient tenté de capturer 4 mois plus tôt. Mohammad Ali Jafari, commandant des unités Al-Quds, accusé d'orchestrer les attaques contre les soldats US en Irak. Quelques semaines après l'opération lancée contre lui, on le retrouve à Sharm el-Sheikh en Égypte, où se tient une réunion internationale sur la stabilité de l'Irak, à laquelle participe Condoleezza Rice. C'est dire son importance. Sa capture aurait porté un rude coup à l'Iran. Après des semaines de pourparlers, Mohammad Ali Jafari a accepté de nous recevoir à Téhéran pour sa première interview télévisée. Mais il refuse de parler de l'opération ratée des Américains. Il n'y a vraiment pas de quoi en faire une affaire de notre point de vue. Jafari est l'un des architectes de la politique iranienne en Irak. Ce qui l'intéresse, c'est de parler du rôle des sunnites alliés aux Américains. 70% des terroristes capturés en Irak sont originaires d'un pays arabe ami des États-Unis. Jusqu'à aujourd'hui, pas un seul terroriste iranien n'a été arrêté. Pas un seul kamikaze n'était chiite. Pourtant, la propagande est dirigée systématiquement contre l'Iran. Pourquoi ?
Il rejette les accusations de Washington qui affirment que l'Iran fournit des armes aux extrémistes chiites. Nous n'aidons aucun des groupes qui posent des problèmes en Irak. Notre politique a toujours été claire. Nous sommes contre l'occupation et contre la violence. Que répondez-vous aux accusations concernant les explosifs de type EFP? Ils sont censés m'interroger sur le rôle des chiites dans la région. Je ne répondrai pas à cette question. Lors de la conférence à Sharm el-Sheikh, la secrétaire d'État Condoleezza Rice fait une ouverture historique à la délégation iranienne. If Iran is prepared to accept the obligations that have been placed upon it by the international community, we are prepared, the United States, to change 27 years of policy and engage with Iran on a broad range of issues, whatever is on anybody's mind. Les Américains les ont pratiquement suppliés. L'orgueilleuse secrétaire d'État des États-Unis s'est montrée conciliante comme jamais par le passé. C'était vraiment les Iraniens qui dictaient leur approche aux États-Unis. On s'est vu brièvement, moins d'une minute. Un représentant de l'Iran a rencontré un représentant des États-Unis et nous avons fixé une date pour des discussions à Bagdad. Lors de ces discussions, Jafari veut aborder une des principales exigences de l'Iran, que l'Amérique arrête de soutenir un mouvement d'opposition iranien basé en Irak, les Moudjahidines du peuple, ou MEK. Les États-Unis sont renseignés sur le rôle de l'Iran en Irak par deux sources. Les anciens espions de Saddam et les Moudjahidines du peuple, un groupe que même les Américains traitent de terroristes. Malheureusement, au cours de ces 4 dernières années, les USA les ont pris sous leur protection en Irak et se servent d'eux pour espionner en Iran. Dans les années 1980, les Moudjahidines du peuple étaient intégrés dans l'armée de Saddam Hussein. Ces Iraniens se sont battus contre leur propre pays pendant la guerre Iran-Irak. Autoproclamés marxistes islamistes, les Moudjahidines du peuple s'en étaient pris à des cibles américaines dans les années 1970. Pour le département d'État, il s'agissait d'un groupe terroriste. J'ai servi en Iran et j'y ai vécu pendant 1 an, à une époque où les Moudjahidines du peuple ont assassiné des hommes à nous. Des Américains? Oui, pour moi c'était des terroristes. En 1981, les Moudjahidines du peuple ont tenté d'assassiner l'actuel guide suprême, l'ayatollah Khamenei, qui a perdu le bras droit dans l'attentat. À Téhéran, les autorités nous ont conduits chez des familles victimes, elles aussi, de la violence du mouvement. Tous ici, nous avons perdu nos pères à cause des Moudjahidines du peuple, qui les ont assassinés. Ce sont des membres des Moudjahidines du peuple qui ont commencé à se faire sauter au milieu de la population pour tuer des civils et des fonctionnaires. Malheureusement, l'Occident n'a pas condamné ces actions. À 200 mètres d'ici, ces terroristes ont assassiné simultanément le président et le Premier ministre. Voici le siège des Moudjahidines du peuple près de Bagdad. Après l'invasion de l'Irak, ils ont dû rendre leurs armes, mais restent sous la protection de l'armée américaine. Après l'invasion, certaines personnes dans l'administration ont voulu utiliser les Moudjahidines du peuple pour faire pression sur l'Iran. Les Moudjahidines du peuple nous avaient fourni des renseignements sur l'Iran et ils étaient peut-être en mesure d'organiser des opérations clandestines sur place. Les Moudjahidines du peuple restent un mouvement puissant, fort de milliers de fidèles qui se rassemblent entre autres ici à son siège, à la grande fureur de l'Iran.
Nous avons la preuve que ce mouvement fournit des renseignements à l'armée américaine. Nous avons transmis cette preuve aux Américains en leur demandant pourquoi. Ce sont des terroristes. Pourquoi travaillez-vous avec eux? Pourquoi les utilisez-vous comme source? À Bagdad, à l'été 2007, l'Iran a systématiquement remis sur le tapis la question des Moudjahidines du peuple avec les diplomates américains. C'est le secrétaire d'État adjoint Nicholas Burns qui dirige la politique iranienne des États-Unis. Les États-Unis se servent-ils des Moudjahidines du peuple pour des missions d'espionnage ou autres? Je ne ferai aucun commentaire, sinon pour dire que la politique que nous poursuivons depuis des années vis-à-vis des Moudjahidines du peuple n'a pas changé. Les Moudjahidines du peuple ont 30 ans d'expérience dans la lutte contre l'extrémisme religieux islamiste. Ali Reza Jafarzadeh travaille pour la vitrine des Moudjahidines du peuple à Washington. D'après lui, le mouvement fournit des renseignements aux États-Unis, entre autres sur le programme nucléaire clandestin iranien et sur les opérations iraniennes en Irak. Les autorités américaines ont reçu des informations considérables et de très grande valeur sur les opérations du régime iranien en Irak. Informations qui ont permis de sauver des vies américaines. Mais les discussions à Bagdad ont achoppé à la fois sur la question des Moudjahidines du peuple et sur le fait que l'Iran armerait les milices chiites. Depuis août 2007, les négociations sont au point mort. Actuellement, les relations États-Unis-Iran sont dans une impasse. En même temps, ces confrontations engendrent une animosité croissante des deux côtés, sans même parler de la question nucléaire toujours présente. Iran's active pursuit of technology that could lead to nuclear weapons threatens to put a region already known for instability and violence under the shadow of a nuclear holocaust. En août 2007, le président Bush a de nouveau soulevé la question nucléaire. We will confront this danger before it is too late. J'ignore ce que le président fera d'ici la fin de son mandat. Il a répété qu'on ne peut pas accepter que l'Iran possède l'arme atomique. Par conséquent, je suppose qu'il prendra des mesures sur le plan militaire s'il le faut. Les conservateurs, comme John Bolton, ancien ambassadeur américain à l'ONU, critiquent le fait que le département d'État se repose sur la diplomatie et sur les sanctions de l'ONU dirigées par les Européens. C'est une politique vouée à l'échec. Nous avons perdu presque 5 ans pendant que les Iraniens baladaient les Européens, participant aux négociations tout en travaillant aussi dur que possible pour perfectionner les moyens scientifiques et technologiques dont ils avaient besoin. Les tambours de guerre résonnent de nouveau. Aujourd'hui, de nombreux partisans de la guerre en Irak recommencent à battre le rappel. L'administration en place a le sentiment que les démocrates ne seront pas capables d'être assez durs avec l'Iran. Nous avons tout intérêt à ce que l'élite religieuse soit convaincue que George W. Bush est capable de faire bombarder ces fameux sites. Il est possible qu'avant de quitter ses fonctions, le président examine la situation et se demande « Est-ce que je serai le président qui a permis au régime de Téhéran de se doter de l'arme atomique ?» Il pourrait répondre non. Si différents scénarios militaires sont étudiés en coulisses à Washington, presque tous feraient appel à des frappes aériennes, soit contre les camps d'entraînement des gardiens de la Révolution, soit contre les installations nucléaires du régime iranien. Si cela doit arriver, il y aura des frappes aériennes très sophistiquées et nous utiliserons aussi des missiles de croisière. Ces frappes seront beaucoup plus importantes que les Iraniens ne l'imaginent. Et le cas échéant, elles pourront être renforcées. Autrement dit, une fois l'opération lancée, on ne s'arrêtera pas. J'espère que les Iraniens l'ont compris. Des frappes sur des cibles souterraines pourraient nécessiter l'utilisation d'un armement encore classifié.
J'entends souvent dire « c'est sacrément dur de toucher des cibles souterraines ». Mais ce qui pouvait paraître difficile avec la technologie dont les États-Unis disposaient en 1990 ne l'est peut-être plus avec les systèmes que nous n'avons pas encore rendus publics. Il faut interrompre la chaîne du combustible nucléaire à un endroit au moins, de façon à priver l'Iran de la possibilité d'obtenir l'arme atomique par ses propres moyens. Cela ne résoudrait pas le problème, mais aussi risqué soit-il, le recours à la force nous ferait gagner un temps précieux. Ce n'est pas une solution que je conseillerais. D'abord, l'Iran n'est pas encore au point. Si jamais on devait en arriver là, cette fois, nous devrons en discuter avec nos alliés. Pour l'instant, la menace n'est pas imminente. La seule raison qui pourrait motiver une attaque, c'est si on devenait complètement obsédé par les jeux de guerre sur ordinateur, au point d'en oublier qu'il y a vraiment des gens à l'extérieur des ordinateurs. À Téhéran, on nous a répondu avec un mélange de prudence et de confiance. Craignez-vous que l'administration Bush ne décide d'attaquer? Je ne crois pas qu'elle fasse une chose pareille, vu les leçons qu'elle a reçues en Afghanistan et en Irak. Ça devrait lui suffire. L'Amérique projette d'attaquer depuis longtemps, mais elle a vu qu'on était solidaires, et à présent, elle a peur. Il y a 70 millions d'habitants en Iran, dont plus de 70% savent lire et écrire. Vous avez une population qui s'informe sur ce qui se passe dans le monde, une société très dynamique issue des changements économiques et culturels, jeune et instruite. C'est aussi cela qui nourrit l'ambition régionale du pays. Téhéran est dans une dynamique intéressante. D'un côté, il y a une jeune génération et de l'autre, une génération de durs qui étaient jeunes au moment de la Révolution. Ils ont vécu une guerre difficile contre l'Irak, soutiennent l'idée d'une théocratie moderne et se sentent très vulnérables, surtout depuis l'invasion américaine en Afghanistan et en Irak. Face à ça, ils veulent consolider leur position et l'identité islamique de l'Iran. À la fin de l'été 2007, lors d'un rassemblement des gardiens de la Révolution, le guide suprême a défié les États-Unis. Comme le guide suprême l'a déclaré, si nous sommes attaqués, nous menacerons les intérêts américains dans le monde entier. La première étape est que nos missiles peuvent toucher n'importe quel point d'Israël. Il n'y a pas un seul endroit en Israël qui soit hors de portée de nos missiles. Je ne pense pas que ça arrivera finalement. Mais dans le cas contraire, ce sera grave pour le président américain. Il en souffrira. Comment? Nous sommes capables de nous défendre. Je ne vous dirai pas comment, parce qu'on ne discute pas de ça avec la presse. Mais il est certain que si les Américains font cette erreur, ils n'en tireront aucun bénéfice. De nombreux stratèges pensent que l'Iran a des moyens de riposte limités, mais qu'il menacerait surtout les forces américaines en Irak. Ils essaieront de poser des problèmes en Irak en menant des actions terroristes par personne interposée. Ils tenteront de couper les voies de ravitaillement, etc. Les États-Unis seront-ils capables de supporter cela en Irak? Je pense que oui. Aujourd'hui, on trouve que ça va mal en Irak. Mais si les Iraniens le voulaient, ils pourraient très vite couper les ravitaillements des troupes américaines. Ils disposent d'une infrastructure et d'un réseau très important dans le sud de l'Irak. Et nos soldats feraient des cibles faciles dans les bas quartiers de Bagdad. Vous ne trouverez pas un seul exemple où nous ayons été attaqués par un autre pays sans riposter.
Alors, si les États-Unis font cette erreur, qu'ils sachent que nous riposterons. Ce ne sont pas des menaces en l'air. À l'automne 2007, le président iranien a mis fin aux négociations sur la question nucléaire. Ils disent, d'accord, disons qu'il y aura la guerre. C'est bon pour nous, alors pourquoi pas? Des gens comme Ahmadinejad et son entourage n'ont absolument rien à perdre dans une perspective islamique, parce qu'au final, ça ira dans leur sens. Ils ont raison. Imaginez que les États-Unis attaquent l'Iran. Qui sera le vainqueur? L'islam. Ayant servi en Iran, je crains sa soif d'hégémonie. Même du temps du Shah, je n'ai jamais vu un pays plus ethnocentrique. Un pays qui pense que l'époque de Persépolis, il y a quand même 2500 ans, c'était hier. Ce qui m'inquiète, c'est la façon dont ils se voient sur la scène internationale. Ça n'a rien à voir avec la menace d'une invasion. À moins que cela soit absolument nécessaire pour la sécurité et le bien des États-Unis, ce serait le pire qui puisse arriver. Le pire serait que l'administration sortante se lance dans un conflit. Mohammad Ali Abtahi occupe un petit bureau dans une rue calme à Téhéran. Aujourd'hui, l'ancien vice-président réformateur qui espérait la réconciliation entre son pays et les États-Unis observe les événements en coulisses. Les relations entre l'Iran et les États-Unis ne sont pas près de s'améliorer. Les dirigeants des deux pays ne se considèrent pas seulement comme des politiciens, mais comme des hommes chargés d'une mission divine. Ils ont perdu le sens des réalités et c'est très dangereux pour le reste du monde.